Bien. Cette semaine, je vous ai demandé quelle vidéo vous vouliez voir aujourd'hui, avec une consigne simple, ne pas voter pour la 4. Et donc, voilà les résultats des votes. Donc, je vais réitérer l'expérience sociale. Surtout, ne venez pas faire un don sur ma page Utip pour soutenir la chaîne, notamment pour changer le décor derrière. Pareil pour les t-shirts, vous avez une dizaine de designs dispo sur la boutique et plein de goodies que vous ne devez surtout pas acheter à l'occasion d'un anniversaire, d'un enterrement ou de Noël qui approche. Et bien entendu, s'il vous plaît, ne vous abonnez pas à cette chaîne. Mais bref, la démocratie a parlé. Donc, chose promise, chose due, je vous la fous à la fin de la vidéo. Sinon, vainqueur d'une courte tête, donc, le LIGO. Essayons de revenir à un tout petit peu plus de sérieux. Le 11 février 2016, la nouvelle fait la une de tous les journaux. On a enfin détecté des ondes gravitationnelles. Une véritable prouesse technique et scientifique qui met fin à un siècle de spéculation théorique. Oui, Einstein l'avait prédit 100 ans plus tôt, mais personne n'avait pu le démontrer jusque-là. Les détecteurs LIGO mettent ainsi fin au suspense, tout en signant au passage l'arrêt de mort des scientifiques superstars. Alors déjà, le LIGO, qu'est-ce que c'est ? Non, pas Lego, LIGO. Alors dans cette catégorie, à 1500 €, évidemment, on va avoir des voitures plutôt petites. Et mon coup de cœur là-dedans, ça reste... le détecteur LIGO. Donc le détecteur LIGO, ou plutôt les détecteurs LIGO, sont un ensemble de bâtiments construits dans les années 90 pour détecter des ondes gravitationnelles. Et les ondes gravitationnelles, qu'est-ce que c'est ? Non, je veux pas de vanne. Les ondes gravitationnelles sont la manifestation des événements les plus vénères de l'univers. Explosion d'une étoile, fusion de trous noirs, Goku contre Broly. Sous la forme d'oscillations dans la courbure de l'espace-temps. Tout comme balancer un gadin dans une mare va produire une onde, une vague à la surface de l'eau, ce genre de cataclysme va se répandre dans l'espace. Prédite par l'ami Weber en 1916, leur existence a longtemps agité les débats. Einstein lui-même n'était pas bien sûr de son coup. Pour autant, les théories semblaient quand même plutôt majoritairement aller dans le sens de leur existence, mais encore fallait-il le prouver et donc les observer. Ou les entendre. Je sais pas bien comment on peut dire dans ce cas-là. Les détecter ? Pourquoi pas ? Parce que leur existence permettrait de valider une palanquée de théories cosmiques, comme par exemple le fait qu'elles se déplacent bien à la vitesse de la lumière, et non instantanément comme le pensait Newton. Bah non, rigole pas, c'était une vraie interrogation. Et donc ainsi repousser nos connaissances de l'univers lui-même. Seulement voilà, ces ondes n'ont rien de la gourgandine à deux ronds. Elles se laissent pas mater les dessous comme ça. Ces ondes vont perturber la courbure de l'espace-temps, la contracter et la dilater, un peu comme ça. La distance entre ces deux objets va donc être réduite ou augmentée. Sauf que là, on parle d'une modification d'1 milliardième de nanomètre sur 1 kilomètre. C'est la taille d'un proton divisé par 1 million. Donc là, si tu te représentes le merdier, c'est que tu t'es planté quelque part. On va essayer, je dis bien essayer, de mettre un peu les choses en perspective. Quand je parle, quand un truc tombe au sol ou que Justin Bieber parachève de tuer ce qui reste du génie musical d'antan, on produit un son, une onde, une légère déformation de l'air, un changement de pression rapide que nos étagères vont recevoir et transmettre au cerveau. Le tympan va entrer en résonance avec cette onde de pression. La pression au niveau de la mer, c'est à peu près 1 bar, je simplifie, ou 100 000 pascal. C'est-à-dire qu'on a une certaine force qui s'exerce sur nous de manière uniforme. Si tu fais de la plongée, à 10 mètres de profondeur, tu auras 2 fois plus de pression, et au sommet du Mont Blanc, tu auras moins de pression. Le son, c'est donc une onde qui va modifier très rapidement cette pression, qui va augmenter ou diminuer cette force autour de nous. Le passage d'une Formule 1, par exemple, 130 décibels, c'est une variation de pression d'une centaine de pascal. Le changement de pression perçu par nos oreilles est donc d'1 millième de la pression atmosphérique. On y revient bientôt, dès que j'aurai retrouvé Cara. Là, dans le cas des ondes gravitationnelles, si on remplace la pression par la courbure de l'espace-temps, on va devoir percevoir un changement d'1 milliardième de cette valeur. 1 million de fois plus petite que le diamètre d'un proton donc. Pour comparer, ça représente une différence de 3 cm à l'échelle de notre galaxie.
Bon, là aussi c'est chaud. Prends un disque dur de 1 téraoctet, 1000 milliards d'octets ou 1 million de milliards de bits. Bon, ben notre défi là, ça va être de détecter 1 bit sur 1000 disques durs. Ok, c'est comme détecter un pixel mort sur 160 000 films HD de 2 heures. Un pixel mort sur les 2 millions de pixels qui composent chaque image, sur les 25 images de chaque seconde, et ça pendant 36 ans. Toi aussi t'as le ravioli qui fume là? Bref, c'est n'importe quoi, mais il a bien fallu concevoir des oreilles capables de capter cette infime variation. Et c'est ça, LIGO. Lancé par Kip Thorne et Ronald Drever en 1992, c'est avant tout la collaboration entre le Caltech, le MIT et des équipes de plus de 900 scientifiques à travers le monde. LIGO pour Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, observatoire d'ondes gravitationnelles par interférométrie laser, est donc une expérience, pas juste un bâtiment. Et c'est bien un observatoire qui doit voir ou entendre, il n'y a même pas de mot pour ça, la courbure de l'espace-temps. Pour ça, on a donc créé 2 gigantesques infrastructures de 4 km sur 4, une dans l'état de Washington et l'autre en Louisiane, aidées par le détecteur Virgo en Italie. Le principe est très simple. Un laser part d'un premier bâtiment, est scindé en deux par un miroir spécial et part crapahuté dans les 2 tunnels de 4 bornes chacun avant de revenir et d'être envoyé vers un capteur qui va analyser le signal. On connaît le temps qu'il faut au rayon pour parcourir la distance entre 2 points en temps normal. Sauf que l'idée là, c'est que si nous sommes frappés par une onde gravitationnelle, un des 2 bras sera plus court pendant que l'autre sera plus long et donc les signaux arriveront légèrement différents. Et donc là, champagne. Simple, non ? Bah non, pas du tout. Ça, c'est pour la théorie, parce que en vrai, c'est sa mère, la race de sa grand-mère compliquée. Déjà, la loupiote, là, c'est pas le lecteur laser de ta PlayStation. Il doit se balader dans le vide quasi absolu. 1/1000e de milliardième de la pression atmosphérique. Le moindre atome de poussière peut venir fausser le résultat. Ensuite, le laser va passer par une série de dizaines de miroirs pour affiner le signal et augmenter sa puissance. Bon, tu te doutes bien à ce niveau-là que, niveau précision, on est loin de la finition plastoc à l'arrache de la Twingo de Tata Simone. C'est des trucs calibrés à l'atome près. Là, le signal est encore amplifié par ce qu'on appelle une cavité Fabry-Perot, je rentre pas dans le détail, je mets le lien en description si tu veux en savoir plus, mais c'est encore un truc ultra complexe et précis qui va réfléchir plus de 300 fois le signal entre les miroirs de masse à chaque extrémité. Les 300 échanges de ping-pong laser entre les miroirs, ça s'effectue en 4 millièmes de seconde. Faut être sur le coup. Miroirs qui pèsent chacun 40 kg et sont équipés de leur propre système d'isolation sismique pendulaire à 4 niveaux. Parce que, bien entendu, là, le moindre micro-séisme à l'autre bout de la Terre, ça va fausser les résultats. Donc il faut aussi les isoler du monde extérieur. Ensuite, les 2 signaux reviennent au miroir séparateur où ils sont recombinés. Les signaux sont calculés pour revenir au niveau du miroir, ce qu'on appelle en opposition de phase. Le faisceau A, la crête va être en haut, et le faisceau B, la crête va être en bas. Et au moment de se recombiner, cette opposition de phase va annuler le signal, ce qui fait qu'au niveau du capteur, normalement, il ne doit plus rien avoir. Simplement, si une onde gravitationnelle frappe le détecteur à ce moment-là, un des faisceaux parcourra donc moins de distance et reviendra légèrement décalé, ce qui au final produira un signal au niveau du capteur. Puis il passe par une nouvelle série de miroirs qui vont nettoyer ce signal avant de l'envoyer enfin vers le capteur qui va prendre une photo de ces informations. Si le détecteur est frappé à ce moment-là par une onde gravitationnelle, un des 2 bras va se contracter et se dilater et donc le signal sera perturbé, ce qui prouvera donc leur existence. Et si le même signal est détecté en Louisiane et en Washington, bingo. Et avec l'aide du Virgo en Italie, on calcule les millisecondes de différence entre les signaux et par triangulation, on peut savoir d'où vient le signal dans l'univers. Mais, même si tout ceci est plus complexe qu'un épisode des Feux de l'amour, pour le moment, ça va encore. Ouais. Il y a encore une montagne de douilles à surmonter. Oui, on doit détecter un truc qui est 1 million de fois plus petit qu'un atome. Donc le truc est tellement sensible qu'absolument tout peut perturber ses analyses. De la tempête solaire dans la haute atmosphère à la bétaillère qui passe sur un nid de poule à 2000 bornes de là. C'est comme trouver où est Charlie à 4 mètres sous la neige et sans lunettes pour un myope. Après des années de mise au point, les premières analyses commencent à tomber en 2002. Mais 8 ans plus tard, toujours walou. Aucun signal probant n'est pour l'instant détecté. On repense alors tout le bousin, on réinstalle, on ajuste et en septembre 2015, on rouvre la boutique. Et là, miracle, le premier signal est enfin détecté. Un
signal venant de la collision de deux trous noirs de 36 et 29 masses solaires situés à 1,3 milliard d'années de chez nous. Mais l'histoire est toujours pas finie. Non. T'as cru quoi, toi, que c'était la soirée gaufre à ta daronne? Que t'allais juste foutre tes chaussons Bob l'éponge et te laisser chouchouter? Pas du tout. Il faut encore passer des mois à vérifier, à analyser toutes ces données amphigouriques, à recouper les infos pour être sûr. C'est pas juste une image propre qui s'affiche sur un ordinateur ou même juste un petit voyant qui s'allume. L'annonce officielle n'a été faite qu'en février 2016, le temps d'être sûr des résultats. Et c'est là qu'on en arrive au problème de la place des scientifiques dans la recherche moderne. Oui, le LIGO est né sous l'impulsion de deux scientifiques, Kip Thorne et Ronald Drever, mais dans l'absolu, c'est pas eux qui ont découvert les ondes gravitationnelles. Ce sont des milliers de scientifiques et ingénieurs qui y ont contribué pendant 25 piges. On est loin de Galilée qui se bricole sa petite lunette et qui découvre les lunes de Jupiter, ou de Marie et Pierre Curie qui découvrent de nouveaux éléments dans leur labo. Tu bosses, tu vois un truc que tu connaissais pas et bim, découverte. Dans le cas du LIGO, il a fallu des ingénieurs ultra spécialisés pour la conception des lentilles, des miroirs, pour créer un vide quasi absolu, pour inventer les systèmes périphériques, pour calibrer les horloges atomiques ultra sensibles, gérer des flux de données et les interpréter. Chaque spécialiste étant incapable de faire le boulot du voisin. Et en ça, il devient de plus en plus improbable d'avoir encore un scientifique tout seul révolutionner le monde. Tout comme ITER ou le LHC, j'attends toujours les invitations pour aller les visiter d'ailleurs. Les découvertes demandent de sonder l'univers, la matière toujours plus loin, toujours plus profondément. Pour une augmentation de puissance de 0,00001%, il faut des milliers de chercheurs, des milliards investis dans du matériel conçu à l'atome près. On n'est pas à l'abri d'un miracle, d'une sérendipité, de la découverte fondamentale qui était juste sous notre pif depuis le début mais que personne n'avait vu jusque-là. Mais il est fort peu probable aujourd'hui qu'un jeune Allemand né en 95 griffonne sur un coin de nappe une formule toute simple qui va changer notre vision du monde. On n'en est plus là. Le travail des scientifiques est à la fois de plus en plus complexe et de plus en plus ultra spécialisé. Les stars de la science sont avant tout de très bons communicants et sont de toute façon à la tête d'armées de chercheurs. Mais l'image romantique du scientifique antique, à la fois philosophe, astronome et mathématicien, révolutionnant les travaux en biologie et en physique parallèlement, est malheureusement révolue. Le volume de données à traiter est tel qu'un scientifique seul, star de son domaine, sera probablement incapable d'en extraire de l'information. Le LIGO n'est certes pas responsable de cette situation, mais il éclaire plus que jamais l'état de la recherche actuelle. Toujours plus fine, toujours plus poussée, plus extrême et incroyablement complexe pour percer les derniers mystères de notre réalité. Le génie est plus que jamais partout. Et maintenant, place à la démocratie. Voilà que ça se gâte un peu, Ted.